Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma bande. Vous avez absolument raison. Ouais. Vous retrouvez pour ce bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien. Virginie est avec nous comme chaque jour. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Comment ça va? Jean-Luc, ça va très bien et vous? Plutôt pas mal. Regardez, je suis bien entouré. À ma droite, le docteur Véronique Gillon. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes directeur de recherche au centre Alexis Vautrin. Tout à fait. Et avec vous, on va parler d'une avancée très intéressante sur le cancer, en tout cas contre le cancer du pancréas à l'état métastatique, on est d'accord? Tout à fait. Avec nous également Laurence Demonnet, qui est vice-présidente au conseil régional. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente à la région en charge de la formation et de l'accompagnement des parcours de vie. Donc tout ce que l'on va dire va forcément vous intéresser. Et puis on vous a fait venir aujourd'hui, Laurence Demonnet, parce qu'il y a ces Olympiades des métiers et on est plutôt fiers, en lisant la presse spécialisée, de voir que 38 de nos jeunes sont encore en course, si j'ose dire, pour aller défendre nos couleurs en Allemagne en 2013. Hein. Oui, et en finale avant à Clermont-Ferrand, bientôt. Ce sera 22-23 novembre, je voilà. crois. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, comme il y a plusieurs bonnes nouvelles, on va démarrer par la première qui nous intéresse aussi. Et à quel titre, justement, on se bat tous les jours contre le cancer. Et du côté du centre Alexis Vautrin, vous avez eu l'autre jour un résultat assez intéressant et vous avez été mis en valeur par la presse, notamment la presse anglaise. Comment s'appelle le journal qui vous a mis en valeur ? Alors c'est le New England Journal of Medicine, dans lequel les travaux du professeur Conroy ont été publiés, et puis on a reçu le prix de la recherche, en fait du magazine de la recherche en 2012 également. Alors qu'est-ce qui va changer pour les gens qui ont malheureusement ce cancer du pancréas ? Alors, ce qui va changer surtout, c'est que les travaux du professeur Conroy représentent une avancée majeure dans le cancer du pancréas métastatique, puisqu'on va complètement changer le traitement standard, qui est maintenant FOLFIRINOX. Ce nouveau traitement, qui est la combinaison de 4 molécules, est un traitement qui va permettre d'avoir une efficacité qui va être légèrement supérieure au standard, mais surtout qui va apporter une meilleure qualité de vie et qui est beaucoup moins toxique. On doit préciser, ce n'est pas pour tout le monde, malheureusement. Alors, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut bien sûr, afin de ne pas donner de faux espoirs, ce sera un traitement qui va concerner les personnes qui sont dans un état général correct, de façon à ce qu'elles puissent recevoir ce type de chimiothérapie. Alors nous avons le professeur Conroy dans un reportage. Nous allons l'entendre et il va nous parler justement de cette recherche. Regardez. Depuis le milieu des années 90, le cancer du pancréas métastatique était traité par un traitement de référence qui n'avait pas pu être amélioré. Ce cancer touche près de 10 000 personnes en France chaque année. Le pronostic est souvent sombre, sauf quand la tumeur est opérable. Grâce à des recherches cliniques engagées sur plusieurs années avec le concours de 48 centres hospitaliers, dont 14 centres de lutte contre le cancer, programme coordonné par le professeur Thierry Conroy, un protocole appelé FOLFIRINOX a permis des avancées majeures. Le nouveau traitement, qui combine 4 molécules qui sont connues de longue date, est nettement plus actif. Il améliore la survie en maladie métastatique et améliore la qualité de vie des malades. Ce programme de recherche clinique, publié en 2011 dans le New England Journal of Medicine, la plus prestigieuse des revues de médecine, est maintenant lauréat 2012 du prix du magazine La Recherche dans la catégorie médecine. Ce prix qui est remis par le magazine La Recherche est une reconnaissance supplémentaire du leadership des experts français en cancérologie digestive, puisque les médecins français ont mis au point la plupart des protocoles de chimiothérapie ou d'association de radiothérapie et de chimiothérapie qui sont aujourd'hui les standards mondiaux. C'est bien sûr une reconnaissance pour Unicancer, la Fédération des centres de lutte contre le cancer, qui a coordonné cette étude et en assuré
le suivi. Ce programme a bien fonctionné parce que c'était une coopération déjà entre 2 groupes de recherche nationaux, ce qui a permis aux centres hospitaliers privés et publics de coopérer grâce à un programme scientifique commun, et c'est une réussite de l'ensemble des équipes, de l'infirmière au médecin. Alors le patient, il est impliqué à toutes les étapes. Des comités de patients relisent les protocoles, il participe, et puis d'autre part, il participe à une chaîne de solidarité qui peu à peu permet d'avancer contre la maladie. La recherche clinique, c'est la façon avec laquelle on prouve l'efficacité d'un traitement et qu'on l'implante au niveau mondial. C'est par une étude comparant le nouveau traitement au traitement de référence, la nouvelle procédure diagnostique, le nouveau facteur pronostic, que l'on arrive peu à peu à améliorer les résultats de cancers extrêmement divers. Alors aujourd'hui, la recherche clinique, avec les exigences de qualité et de rigueur qu'elle nécessite, coûte cher. Une étude comparative nationale coûte aujourd'hui plus de 2 millions d'euros. Et les dons à l'établissement ou à la Ligue nationale contre le cancer sont une façon extrêmement utile de participer personnellement au progrès de la recherche fondamentale, de la recherche de transfert et de la recherche clinique. C'est aujourd'hui une façon d'exprimer sa solidarité et de faire avancer la recherche. Le protocole FOLFIRINOX est à présent utilisé en routine à travers le monde, dans cette situation, mais aussi utilisé dans d'autres protocoles de recherche, ce qui autorise de nouveaux espoirs d'amélioration. De Monet, vous vous dites quoi? Je me dis qu'on a en commun l'idée que la vie est essentielle, qu'elle est souvent faite de joie et de peine, et que quand il s'agit ici de grosses peines, eh bien c'est un mouvement d'espoir, comme pour les jeunes, je veux dire, un mouvement d'espoir à mieux accompagner les personnes dans leur vie. Et donc au fond, ce sont des convictions très humanistes qui nous unissent. Virginie? Que c'est surtout un bel espoir pour la lutte contre le cancer en général. Là c'est plus ciblé, mais c'est vrai que c'est un bel espoir. On en est où au niveau recherche en Lorraine? On est plutôt en pointe? Ça se passe plutôt bien? Alors en fait, on a au centre Alexis Vautrin la possibilité de proposer à nos patients toutes les innovations qui sont disponibles au travers de à peu près 100 études cliniques qui sont en cours. Chaque année, on est à peu près autour en ce moment de 600 à 700 patients qui peuvent bénéficier de ces innovations. Avec effectivement, ils sont extrêmement entourés, des médecins qui sont très engagés, qui portent ces protocoles et qui en assurent la réalisation. Et puis également tout le centre de recherche clinique, qui est une plateforme mise au service des médecins, qui aide avec tous les assistants de recherche clinique, les infirmières et tout le plateau technique, en fait, qui permettent toute cette mise en œuvre des essais. À partir du moment où les recherches ont avancé et qu'il y a un résultat, si j'ai bien compris dans le reportage, c'est diffusé dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le produit est utilisé déjà dans le monde entier. Alors effectivement, si les résultats de ces essais sont positifs, et comme l'a très bien expliqué le professeur Conroy, quand ils sont portés notamment par toute la fédération des centres de lutte contre le cancer, Unicancer, ces résultats justement peuvent aller au-delà de nos frontières. Ils peuvent être menés en France, les essais peuvent être menés en France, mais également dans toute l'Europe, de façon à mutualiser, à s'unir avec force pour avoir des résultats dans ces essais. Ça, c'est la compétitivité aussi. Voilà, et puis ensuite, lorsque les résultats sont positifs, on les communique au niveau dans les congrès mondiaux, comme celui de Chicago, où le professeur Conroy a également pu parler de ces résultats, et ensuite ils sont publiés de façon à ce que tous les patients puissent à un moment donné en bénéficier, la communauté scientifique. Cette recherche, elle est financée par qui ? Alors en fait, elle est financée avec différents moyens. On a des programmes hospitaliers de recherche. Le protocole FOLFIRINOX a bénéficié de ce type de financement, mais également on a d'énormes soutiens comme la Ligue contre le cancer qui nous aide beaucoup au travers des dons. Donc là, lorsqu'on donne, on sait maintenant où ça va, quoi. C'est important ça.
C'est tout à fait important et effectivement, on a une grande transparence par rapport à ça. On est en contact régulier avec la Ligue contre le cancer qui, en fait, nous aide à promouvoir tous nos protocoles. Et puis, on a aussi des financements, les participations des industriels, il ne faut pas les oublier. Ils fournissent des médicaments, puisque le fulvirinox, c'est la composition de 4 molécules qui sont fournies par l'industrie également. Vous recherchez quoi en ce moment? Parce que comme vous êtes en permanence en pleine recherche, vous êtes en train d'arriver à aboutir sur quoi, par exemple? Alors, on a beaucoup de choses intéressantes. La dernière chose, puisqu'on vient de passer Octobre Rose, qui est intéressante, c'est qu'on va promouvoir notre propre essai, un de nos essais. Alors, Octobre Rose, c'est le cancer du sein, dépistage obligatoire. Dépistage du cancer du sein. Donc, il faut le rappeler pour toutes les femmes qu'elles puissent justement participer à ces programmes de dépistage. C'est obligatoire, ce dépistage, ou je dis une bêtise? Alors, obligatoire, bien sûr, non, mais fortement encouragé, avec justement des manifestations comme Octobre Rose. Et on va proposer aux femmes bientôt un essai. La mammographie étant un examen qui fait peur et qui est douloureux, on va leur proposer une innovation. Ils vont pouvoir, au centre Alexis-Vautrin et dans d'autres centres à Paris, à Bordeaux, expérimenter ce qu'on appelle l'autocompression. Donc les femmes vont pouvoir elles-mêmes gérer la compression de leur sein. Et c'est le centre qui va en être promoteur pour justement les aider à ne plus avoir peur de cet examen. Vous en pensez quoi? C'est très très bien. Oui, souvent, c'est ce qui... ça se fait hésiter parce qu'on sait que c'est très très douloureux comme examen. Donc, alors c'est un exemple. C'est un exemple, mais il n'y a pas que ça. On a aussi un plateau technique énormément complet, en particulier toutes les recherches en radiothérapie. On fait aussi des recherches en épidémiologie. On bénéficie de molécules innovantes. On a un protocole actuellement avec lesquels on travaille avec des Norvégiens dans les voies aérodigestives supérieures où on a vraiment beaucoup de mal de trouver des traitements. Donc là, on va utiliser des thérapies très particulières avec la lumière. Voilà, en fait, on essaye toujours d'avoir un maximum de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules, d'être toujours c'est très bien. En avant-garde. Franchement, en plus, venez nous en parler, comme ça on peut l'annoncer à tout le monde. Et je pense qu'il ne faut pas que ça reste dans des journaux très spécialisés. Je crois que c'est important que les Lorrains, et tous les Français d'ailleurs, et même nos amis luxembourgeois, s'intéressent et se disent, tiens, il se passe des choses chez nous, quoi. Alors nous mettons bien sûr à disposition sur notre site, le site du centre Alexis-Vautrin. Oui, je suis allé voir, et c'est vrai que c'est bien. Voilà, toutes les informations, à la fois pour les médecins et pour les patients. Merci beaucoup, docteur, d'être venu passer quelques minutes avec nous. Nous allons poursuivre cette émission. Vous le savez, nous vous offrons du cinéma en ce moment. Par les temps qui courent, on s'est dit que c'était plutôt sympa qu'on vous offre du cinéma avec la personne que vous voulez, voir le film que vous voulez, du côté du complexe multiplex Gaumont d'Amnéville. Alors, nous, on a plein de propositions à vous faire. On a parlé d'Astérix, de James Bond, d'autres. Et puis, le dernier, Tim Burton, nous paraît pas mal aussi. Voici la bande-annonce. Merci encore, docteur. Sparky était un bon chien, un ami fidèle. Quand on perd un être cher, il ne s'en va jamais tout à fait. Il sera toujours dans ton cœur. Je le veux pas dans mon cœur. Je le veux ici, avec moi. Même après la mort, les muscles réagissent à l'électricité. J'arrangerai ça. Ton chien est vivant. Victor a ramené à la vie un animal. Avec des éclairs, des booms et des... Il va se passer quelque chose d'énorme. Qui est responsable de ça? Je voulais seulement que mon chien revienne. Il faut voir plus grand. Debout, colosse! J'adore. Victor, allons-y. Aide-moi. J'ai plus gros problème. Ouais, c'est vrai. Suite de ce bienvenue chez vous après cette bande-annonce, je vous rappelle que pour emporter ces places pour aller du côté du Gaumont d'Amnéville, il suffit d'aller sur nos sites. Soit vous allez sur r-tv.tv, soit
sur le Facebook R, l'autre télé. J'arrive toujours pas à le dire aussi bien que vous. Mais c'est un entraînement. Avec Laurence et Virginie et vous, chers amis, nous accueillons maintenant sur ce plateau un nouveau visage, Xavier Scordo, bonjour. Bonjour à tous. Coiffeur de son état à Nancy, près de la place Carnot. Près de la place Carnot, rue des Michottes. C'est la mode chez les coiffeurs d'avoir un bonnet. Mais c'est ce que j'allais lui poser comme question, parce qu'en réalité, Xavier a accepté de remplacer un certain Jean-Michel Faretra, retenu en Italie, et j'ai l'impression que Jean-Mi a bien compris le truc en se disant si je prends des vacances maintenant, je vais pouvoir. On vous a reconnu, on sait que vous n'êtes pas Jean-Michel Faretra. Non, non, tout à fait. Mais voilà, j'ai mettre des bonnets maintenant. Pour surprendre. Ah, c'est ça? Pour surprendre. C'est vrai que Laurence, vous êtes une femme de mode, vous aimez bien ça, hein? Pour qu'on puisse, oui, mais avec des goûts qui sont les miens. C'est-à-dire? Ah ben, je ne cède pas à l'uniformité ou à des modes. C'est ce qui me va. Parce que ce que Laurence ne vous dira pas, mais Laurence, à l'époque, a une chevelure qui lui arrivait jusqu'à... Oui, je ne le dirai pas. Ah, loin. Jusque loin. Très bas, très bas. Presque très loin. Si Laurence venait vous voir, par exemple, pour Virginie, par exemple, pour Laurence, vous lui proposeriez quoi? Vous diriez non, c'est bien comme ça, mais ou alors... Non, je dirais pas forcément c'est bien comme ça. Déjà, je voudrais savoir pourquoi elle est venue me voir, qu'est-ce qu'elle attend, en fait, qu'est-ce qui la dérange actuellement. Et je ne suis pas du style de changer pour changer. En fait, ce que j'ai besoin de savoir, c'est qui est la personne. J'ai besoin de savoir sa personnalité. Donc vous discutez avant de coiffer? Oui, beaucoup. Surtout quand je ne connais pas la personne, on va beaucoup discuter pour comprendre qui elle est et qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter en fonction de sa personnalité. Vous n'imposez pas une coupe de cheveux parce qu'elle est tendance? Non, jamais. J'aime la tendance. Vous avez remarqué ça? Il y a des coiffeurs qui adorent couper. Vous rentrez... Ah, mais j'adore. Moi, je fuis les coiffeurs. J'adore couper, mais ceci dit, il faut couper toujours dans le respect de la personne, dans le respect de qui elle est, pour que la coupe, aussi bien faite qu'elle soit, mais surtout lui convienne et qu'elle vive bien avec. Et si Virginie veut voir, pareil alors? Pareil. On discute d'abord. Moi, je suis une mauvaise cliente de coiffeur. Je me colore pas les cheveux. Je les coupe très rarement. C'est Jean-Michel qui me coupe les cheveux. Enfin, la coloration. Ça viendra pour la coloration. Voilà, c'est c'est pour ça que j'en profite en fait. J'attends. On peut apporter de la brillance simplement. Hein. Coloration, on ne veut pas dire changer de couleur. Oui, mais bon. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un âge pour tout? C'est-à-dire qu'on ne peut pas à 50 ans avoir une chevelure comme Virginie par exemple? Ou est-ce que ça c'est totalement faux? On peut très bien jusqu'à 70 ans. Que moi? Pour moi, c'est faux. Je pense que c'est faux. Pour moi, c'est faux à partir du moment où la chevelure est entretenue et qu'elle correspond à un style, en fait. Tout peut correspondre à tout âge. Après, il faut avoir le style qui correspond avec. Il faut que ce soit une uniformité et une adéquation, surtout. Et donc, Jean-Luc, vous feriez quelle coupe? Il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien. Méfiez-vous, il y a toujours des possibilités. Oui, vous savez qu'il existe des poudres maintenant qui permettent de rajouter un peu de cheveux, par exemple. Oui, des choses comme des ça. postiches aussi, et puis par la suite, peut-être des implants. Puis un jour, un matin, je viendrai, je ferai bonjour, j'espère que vous allez bien. Ok, avec vous, nous allons faire un petit tour du côté de la mode, parce qu'il y a une tradition, c'est que nous aimons nos amis coiffeurs, mais ils viennent également nous apporter leur savoir-faire et dire au niveau de la mode. Et là, on va revenir sur Sao Paulo. Alors, je vous ai laissé libre cours à votre imagination pour nous parler de ces images-là. C'est votre première, donc on vous souhaite tous les trois et nos amis téléspectateurs. Allez, bonne chance. C'est parti, on y va. Sao Paulo, c'est une première pour lui. Le Brésil est connu pour ses plages, le soleil, la samba et son carnaval. Et depuis 1996, pour sa semaine de la mode. Après les rendez-vous internationaux de Paris, de Milan, de New York, de Londres, Sao Paulo s'est imposé comme la 5e plaque tournante de la mode mondiale. Cette saison fut haute en couleurs à la brésilienne. Paulo Borges, l'organisateur de l'événement, a déclaré « La mode brésilienne continue à montrer une manière joyeuse et légère de voir les choses qui a trait à notre ADN. Cela se traduit par des couleurs, de la légèreté, des transparences, de la gaieté. » 20 stylistes brésiliens se sont succédés lors de cette manifestation qui se déroule pour la première fois dans les installations du parc Villa-Lobos. L'industrie de la mode brésilienne est jeune, l'économie brésilienne est jeune et découvre depuis peu une façon de s'intégrer dans le monde. Toute transformation demande du temps, a estimé Paulo Borges, rappelant que 95% de la production brésilienne de mode est destinée au marché interne. On remarquera que les couleurs sont brillantes, inspirées de la force des rayons du soleil, le rose, l'orange, le doré, le blanc, et inspirées de la mer comme le vert, le turquoise, le bleu, les mini-robes et les vestes courtes amples qui permettent la liberté de mouvement ont été les clés des différentes collections.
Pas mal. Pas mal. Alors, ça va? Oui, très bien. Bon. 95% des collections qu'on a vues, c'est pour le marché interne. C'est pour le marché interne. Du coup, nous, on n'est pas trop concernés, en fait. C'est vraiment propre au Brésil. Je pense que c'est une culture, ce sont des couleurs, ce sont des tissus. Qu'est-ce que vous en pensez, toutes les deux, de ce que vous avez vu? C'est un peu loin de nous. C'est pour ça. Vous connaissez le Brésil? Non, malheureusement, non. Moi, j'aime bien déjà invité Virginie pour votre premier... Partir au Brésil. Partir au Brésil. On peut. Une belle destination. Moi, je me retrouve avec Jean-Michel Farretra tous les jours. Attention, les promesses n'engagent que ceux qui les font. Exactement. C'est une élue qui vous le dit. Hein. Oui, et c'est une politique qui en parle. Laurent, vous avez pensé quoi, vous, Laurent? Ah oui, de très très belles choses. Je n'ai pas de règles. Et donc, selon les moments, les humeurs, les temps, tout est plaisant. Mais vous pourriez être robe un peu... Ça m'arrive, les jours où je me déguise en dame. Façon brésilienne. Vous avez déjà une réponse à tout ce que vous devez emmagasiner pour lui proposer quelque chose. Vous écoutez bien toutes ces réponses. Mais j'entends. Je suis quand même très difficile, très ouverte, mais très difficile, hein, finalement. Il faut que ça... C'est une vraie personnalité. Ça tilte, oui. Ça, je peux vous dire que c'est Ça une vous vraie fait déjà 2 défis autour de la table. C'est ma journée des défis aujourd'hui. On poursuit. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant, alors? On va voir quel est le bilan des quatre tendances, des 4 Fashion Week, c'est-à-dire de Milan, New York, Paris et Londres. Alors c'est parti. Après Londres, New York, Milan et Paris, il est temps de faire un bilan des grands courants stylistiques qui se dégagent de ces 5 semaines de Fashion Week. Première constatation, la rayure envahit le vestiaire de l'été. Les Américains Marc Jacobs et Michael Kors en ont fait leur principale source d'inspiration. Rayures fines ou XXL pour des silhouettes graphiques et des effets optiques. Dolce & Gabbana les rend désirables, Raf Simons pour Dior propose une alternative plus couture et futuriste. Chez Balmain, la rayure nous renvoie aux années 80 et chez Haider Ackermann, elle est synonyme d'élégance, de sophistication et combine à perfection le masculin-féminin. Le noir et blanc est le duo couleur gagnant de la saison. Lanvin réinvente les classiques de la petite robe noire au smoking. Riccardo Tisci chez Givenchy prône une silhouette qui oppose le flou au structuré, le noir au blanc. La nouvelle femme Saint-Laurent parade tout de noir vêtu. Et la silhouette à la garçonne de Céline s'exprime également en color block noir et blanc. L'été est souvent associé au voyage et à l'exotisme. Cette saison, les créateurs semblent avoir fait escale en Asie. Pliage origami, ceinture obi, veste kimono, les références sont multiples. Prada mêle lignes strictes et les dessins naïfs emprunts à la garde-robe traditionnelle japonaise. Pucci opte pour des motifs chinois brodés sur des vestes kimono. Les volants partent également les courbes des vêtements et adoucissent les lignes rectilignes de la silhouette. Féminité et sensualité assurées. Placés autour du cou, sur une manche le long des bras, à la taille, comme lors des défilés de Gucci, Givenchy ou Chloé. Après la magie des volants, les plissés ornent également les silhouettes pour un jeu graphique mêlant transparence et touches de couleur chez Stella McCartney. Le charme de la dentelle et de la guipure perdure l'été prochain. Les matières se font légères, par parcimonie sur un buste, pour une silhouette romantique, sage mais également sexy. Et lissable à color et la structure avec des bandes de ruban. La résille s'affiche également partout. Chez Alexander McQueen, Sarah Burton en fait la base de son travail. Les motifs alvéolés habillent des silhouettes à la taille de guêpe. Idem chez Véronique Leroy ou chez Chloé. Chez Balmain, le raffia se tresse pour un effet de canage très 80. Autre grande tendance de la saison, le retour de la femme des années 80. Épaules carrées, buste court, robe près du corps, la taille ceinturée, s'affichant en perfecto, réclamant l'égalité des sexes en costume pantalon, mais sachant jouer de son autorité et de son charme. Autre retour en arrière avec l'optimisme des 60s, présent sur les podiums. Matière structurée, mini-jupe ou robe trapèze, couleurs vives, carreaux graphiques, des vêtements pétillants pour un été rafraîchissant. Il y a de belles choses quand même, vous en pensez quoi? Ah, il y a de belles choses et il y a les circonstances pour les porter. Oui. Toujours. Mais magnifique, oui. De très belles lignes. Non, c'était joli. Je trouve que Chloé, ils font un peu toujours la même chose. C'est toujours un peu dans le volant, dans la dentelle, dans le... Voilà, moi, je suis assez fan de ce que fait Gareth Pug. Des lignes très percutantes, très, très marquées. J'aime la résille et la dentelle aussi qui permet d'adoucir. La dentelle, oui, la résille, moins. C'est plus dur à porter. La résille, c'est les bas à résille?
Non, c'est la résille. En fait, tout était en résille, en fait. Moi, je connais les barésies. C'est la même chose, oui, mais sur le vêtement. C'était la base du travail d'Alexander McQueen sur l'ensemble de la silhouette, en fait. Et moi, je préfère la dentelle d'Elisab. Mais voilà, après, c'est Oh, chacun mais quel échange, vraiment. Alors moi, j'aime mieux le droit que le flou, en général. Et le côté années 80 avec les épaulettes, vous aimez ça? Oui. Ouais. Donc ça m'arrive de mettre les petits accoudoirs et puis des robes un peu floues ou chupes, mais ça va être quand même assez rare. Assez je préfère linéaire, les choses graphiques. Oui. Et vous, Jean-Luc? On va jouer. Nous allons jouer. Alors, on parlait du Brésil tout à l'heure. On va peut-être y rester un peu avec ce jeu-là. Une image. Vous allez essayer de me dire de quel événement il s'agit. C'est un concours de Miss? Oui, Miss France Ronde. Non, au Brésil. Non, Brésil. Si Brésil, pardon. Non, c'est cliché de dire c'est les transsexuels. Pourquoi dites-vous ça? Non, c'est pas ça. Montrez-moi une deuxième image. Ah. Vous dites quoi, vous, Virginie? C'était les transsexuels, c'est pas ça? Je sais pas. Brésil. Les meilleurs cas de la chirurgie esthétique. Le plus beau transsexuel, c'est pas ça? Et vous pensez que c'est quoi? C'est quel événement? Et vous, Laurence? Alors là, franchement, aucune idée. J'observe. Toujours pas? Bah oui. Ouais. Bravo, Virginie. Rio de Janeiro. On a quelques images. Décidés à vaincre tous les préjugés et fiers de montrer leur forme féminine, 19 candidates ont disputé à Rio le titre de Mr. T Brazil dans le cadre du premier concours destiné à élire le plus beau transsexuel du pays. Oui. Alors, on vous laisse deviner, regarder, juger. Et effectivement, vous allez voir qu'il y a une certaine effervescence, même presque plus sur la scène que dans la salle. Mais en tout cas, oui, c'est ça. Vous allez juger par vous-même. Ce concours est important pour la visibilité qu'il nous donne. C'est ce que disent des femmes transsexuelles. La salle n'est pas comble. Non. On était peut-être à la répétition, je ne sais pas. Je pense, elle est vide. À mon avis, on est plutôt à la répétition, parce que si effectivement, il n'y a pas plus de monde que ça, non, je crois qu'on devait certainement tourner lors de la répétition. Virginie, c'était une bonne réponse de plus à noter à votre palmarès. Bravo, Virginie. J'ai cru tomber dans un piège, en fait. Au début, oui. Oui. Je me suis dit, ça y est, c'est bon. Ils sont tombés dans le piège, bien non. On jouera encore tout à l'heure. En deuxième partie, avec Laurence Demonnet, on reviendra sur ces jeunes qui participent aux Olympiades des métiers. On va apprendre à connaître cette Olympiade des métiers. Vous allez tout nous dire, d'accord? En deuxième partie également, Stéphane Suarez viendra et on parlera peoplerie avec lui. Alors tout ce qu'il faut savoir pour être à jour. Avec vous, qu'est-ce qu'on fera en deuxième partie? Eh bien, nous, ce sera les vues sur le net. Vous voulez rester avec nous en deuxième partie? Avec plaisir. Bon, bah alors nous, on se donne rendez-vous. Et dans la deuxième partie, donc comme vous l'a dit Virginie, nous vous proposerons peut-être, si vous êtes sage, encore un petit jeu, parce que j'en ai encore qui n'est pas piqué des verres et je pense que celui-là, vous ne le trouverez pas. Ah. Et puis nous parlerons de l'Orcos aussi, une société qui est basée en Meurthe-et-Moselle et qui mérite vraiment... On l'a déjà accueilli, c'est le fameux professionnel du savon. On travaille pour les plus grandes marques depuis la Meurthe-et-Moselle. Et tout à l'heure, avec nos amis de la Lunéville. Oui, exact. On ira du côté de Lunéville. Et ben, on en parlera. Donc, totalement innovant. Oui, mais en plus, on est étonné de voir qu'à Lunéville, il y a les plus grandes marques qui s'arrachent ce savoir-faire, ce qui est une bonne chose. Vous êtes prêts pour la deuxième partie? Alors, c'est parti. Nous, on se donne rendez-vous dans quelques secondes, juste après ces quelques messages. Tout de suite.